Je donne présentement un cours au département d'histoire sur l'historiographie de l'école de Dakar. J'indique à mes étudiants qu'il y a deux axes que nous avons à explorer. L'axe de la vallée du Nil et ses relations à l'Afrique autour de Cheikh Anta Diop et l'axe atlantique ouverte à partir du XVe siècle et dont l'écriture a été inaugurée par Abdoulaye Ly, qui a soutenu la première thèse d'histoire en 1955, l'année de ma naissance. Ce courant historiographique autour de la Sénégambie a été l'un des courants les plus féconds de l'école de Dakar. D'où vient cette fécondité? Parce que ce courant était appelé à répondre à une question cruciale au lendemain des indépendances et même avant. C'est-à-dire expliquer la position subalterne de l'Afrique dans les affaires du monde. Et donc, ce courant a exploré la période du 15e, 20e siècle. Le moment que Abdoulaye Ly, à la suite de Samir Amin, de Wallerstein, de André Gunder Frank, a appelé la connexion des trois continents, et où il y a une division du travail qui affecte à l'Afrique la fourniture de main-d'œuvre à travers la traite atlantique des captifs à la périphérie américaine du centre qu'est l'Europe. Donc c'est un moment qui a été très largement exploré par les historiens de l'école de Dakar. C'est ce contact qui entraîne la dislocation de l'empire du Jolof, auquel succèdent les États, ce qu'on pourrait appeler peut-être des strip states. Ce sont de très petits États, mais tous connectés à l'Atlantique, soit par les cours d'eau ou bien directement par un accès direct à la côte avec des comptoirs, des escales qui permettent la connexion autour de l'Atlantique dans cette fonction subalterne qui est de fournir la main-d'œuvre aux colonies américaines de l'Europe. Donc ce sont quelque chose comme 5 siècles qui sont très décisifs dans le destin de l'Afrique, du fait de la traite des captifs. Pour ce qui est de Abdoul Bokar et de l'ouvrage de David Revini aujourd'hui, c'est juste une très courte période qui est concernée. C'est la seconde moitié du 19e siècle. C'est une très courte période, mais ô combien tourmentée. C'est une période incroyable par les parcours collectifs et individuels et également les enjeux, les conflits, les trajectoires des uns et des autres, les luttes idéologiques, politiques, les enjeux culturels, mais également toutes les transformations sociales qui se déroulent pendant cette courte période qui s'achève avec la mainmise française sur la Sénégambie septentrionale et même au-delà la construction de l'Afrique occidentale française. Donc la perte de souveraineté des États et sociétés africains s'est scellée pendant ce demi-siècle d'une intensité extrême. Je voudrais donc dire que l'ouvrage de David Robinson, Chief and Clerics, The History of Abdoul Bokar Khan and Fouta Toro, 1853-1891, qui a été publié en 1975 à Oxford, est aujourd'hui rendu au public français, et nous saluons la traduction de l'ouvrage dont
la qualité du contenu n'a pris aucune ride un demi-siècle après sa première publication. Le rendu de la traduction, je ne me sens pas très à l'aise à l'anglais, mais en tout cas, je sais que l'ouvrage en français se lit comme un roman, avec un narratif qui emporte le lecteur, des interprétations qui ne laissent pas le cerveau du lecteur au repos. Nous remercions les éditions Jimsan et Felwine Sarr et le traducteur Laurent Vanini de nous avoir rendu disponible cet ouvrage. J'ai récemment lu que la traduction d'un ouvrage est impossible. Toutefois, il faut traduire tous les livres. Et je le dis devant le philosophe de la traduction, Souleymane Bachir, que je salue au passage. Je ne peux pas non plus manquer de dire un mot de souvenir à l'endroit de notre collègue Moustapha Kane, très tôt arraché à notre affection. Les quelques courtes années que nous avons partagées au département d'histoire et au quartier Diamalaye nous avaient fait découvrir un historien talentueux, formé au meilleur des écoles, entre Dakar et East Lansing. David Robinson avait fini d'en faire un historien accompli, à l'aise dans les archives écrites comme dans les traditions orales, surtout celles de son Fouta natal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans sa miséricorde et continue de veiller sur sa famille et ses proches. La seconde moitié du 19e siècle a été étudiée en général comme les autres parties de cette période de connexion des trois continents. De même que le Fouta. Mais je dois tout de suite dire que les sociologues, les anthropologues, même les géographes sur les questions foncières m'ont semblé beaucoup plus actifs que les historiens. Peut-être que la perte que nous avons enregistrée avec le rappel à Dieu de Mustapha y a joué un certain rôle. Même si on ne peut pas ne pas parler de Oumar Kane, le professeur Oumar Kane, le doyen, qui nous a laissé un ouvrage monumental sur le Fouta des Satigui. Et la période qui nous concerne, c'est le moment qui suit la période des Satigui avec la révolution de 1776. Yuri Sall est là. Je pense que c'est celui qui s'y investit le plus, aussi bien dans l'histoire que dans les mémoires de cette rupture. Et donc, l'Almamia s'est installée dans le Fouta, qui n'était pas enfermé dans les frontières actuelles du Sénégal. On est ici à cheval sur un segment qui est plus marqué par la continuité que par la rupture introduite par la frontière coloniale. Donc la Mauritanie et le Sénégal, voire le Mali, Boubacar Bari dirait la grande Sénégambie, partagent donc ce demi-siècle qui voit basculer vers la perte de la souveraineté. Donc cette seconde moitié du 19e siècle, personne n'en doute, constitue une bascule dans l'histoire de la Sénégambie. En nous le restituant par une lecture fine d'un parcours et d'un destin individuel hors du commun. Après la lecture de cet ouvrage, je me suis dit, Abdoul Bokar a vécu 1000 vies en une seule, ce qui rend extrêmement difficile la restitution de ce parcours. D'autant que dans l'école de Dakar, on n'a pas une très forte tradition de biographie. Bien sûr, il y en a, Ibader Thiam, Abdou Sow, Boubacar Bari ont consacré des travaux biographiques à certains personnages. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à travers la personne d'Abdoul Bokar, c'est toute l'histoire de la Sénégambie qui est réarticulée. Et de façon très fine, par une lecture, des archives, des traditions orales, de l'iconographie, tout est mobilisé et finement suivi par une chronologie très dense qui rend compte de l'essentiel, mais dans le détail. Et donc,
on a ici l'éclairage qui nous montre les enjeux du Fouta dans la seconde moitié du 19e siècle. Pris en étau entre, je ne dirais pas deux impérialismes comme c'est écrit dans l'ouvrage, mais d'un impérialisme colonial, l'intrusion coloniale, mais également d'un projet d'empire oumarien à l'est, mais qui s'appuie plus à l'ouest dans le Fouta occidental, le Dimar et le Toro, où il puise l'essentiel de ses forces qui désarticulent du point de vue démographique le Fouta et pose des problèmes économiques majeurs, démographiques, mais également les pathologies, les épidémies, les épizooties nombreuses qui se posent et qui vident le Fouta occidental. Donc l'intervention dans le Fouta oriental et même au-delà, dans le Karta, le Ségou, où Cheikh Oumar construit son empire, a un impact majeur du fait du Fergo qui dépeuple en particulier la partie occidentale. Cette partie occidentale doit aussi faire face à l'intrusion coloniale, à l'impérialisme colonial français dans le cadre du Scramble for Africa. Et la partie la plus proche, c'est bien sûr le Fouta occidental, mais également la France est déjà installée vers la fin du siècle dans le Soudan et prend en étau le Fouta. Et donc, Abdul Bokar Khan mobilise deux sortes de légitimité. La légitimité issue de la révolution Torodo, mais également la légitimité issue de l'état des Satigi. Il va les combiner pour faire face aux problèmes problèmes politiques, problèmes démographiques, donc problèmes de souveraineté qui se posent à lui pendant ce demi-siècle. Donc le contexte géographique en est éclairé par David, le contexte historique dans ses dimensions politiques, sociologiques et culturelles nous plonge dans cette bascule qui continue plus que jamais d'informer l'actualité des États issus du partage colonial. Donc cette lecture historienne a contribué à lever le voile jeté sur cet espace qui a été considéré avec, disons, la dimension de ce qu'on a appelé la perte d'initiative historique des sociétés africaines. David nous montre que ces sociétés, à travers la trajectoire de vie d'Abdul Bokar Khan, n'ont pas perdu l'initiative. Au contraire, ils ont fait preuve d'une capacité d'autonomie, d'une capacité à apporter des réponses aux défis d'un temps de tourmente aiguë, en s'appuyant sur ces deux légitimités pour confronter les problèmes qui ne sont pas seulement l'intrusion coloniale, mais également les réformateurs religieux, qu'ils soient des djihadistes ou qu'ils soient, comme Thierno Brahim, enfermés dans une communauté autour de Magama. Toutes ces réformes religieuses qui posent problème à l'état des Almamis, mais l'état des Almamis confronté à une instabilité politique incroyable. Quand vous regardez, et là ce serait intéressant de connecter Abdul Bokar avec un autre texte de David qui porte sur la chronologie du Fouta Toro qu'il a écrit avec Johnson et avec Curtin. On voit que dans la seconde moitié du 19e siècle, les Almamis se succèdent à une vitesse vertigineuse. Il y en a qui vont, qui reviennent. Ils sont cassés systématiquement parce que le conseil des électeurs, où se trouve un leadership puissant en compétition au sein de cette assemblée, ne laisse pas le Fouta dans une stabilité qui permette de répondre aux pressions extérieures. Mais malgré tout, Abdul Bokar arrive, à partir de sa formation politique, diplomatique, militaire, à se débrouiller dans les méandres des alliances, mésalliances, avec des voisins qui ont en vue de démembrer le Fouta comme la colonie du fleuve Sénégal, avec sa stratégie de démembrement du Fouta.
noue des alliances au Djolof, au Kayor. Il a même le temps de réunir 1000 guerriers et de les amener résoudre le conflit entre Saher Mati et Biran Sissé. Donc, il est sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'en lisant l'ouvrage, vous vous demandez, mais comment un être humain, à lui tout seul, en l'étape de 50, de 40 ans, a pu se déployer sur tous les fronts, mais parce qu'il garde une ligne stratégique qui permet de comprendre ce succès relatif qui bien sûr se termine par l'assassinat de 1891. L'axe central, c'est maintenir la souveraineté du Fouta, même si il y a des grignotages ici et là, à l'est avec le Fergo oumarien, à l'ouest la politique de démembrement de Saint-Louis, il reste un souverain légitimiste qui pèse d'un poids très lourd dans le conseil des électeurs et lui-même finit par se proclamer émir du Fouta. Il va également affronter les djihadistes qui, eux, ne s'inscrivent pas dans la même logique territoriale. Parce que pour les djihadistes, bien sûr, c'est le Dar al-Harb face au Dar al-Islam. Et donc, cela perturbe complètement les légitimités traditionnelles qui s'enferment dans l'espace territorial des États issus ou de la dislocation du Djolof, ou en tout cas issus de l'intervention, de la connexion atlantique qui pèse d'un poids très lourd avec la traite des esclaves. Donc, c'est cette stratégie de légitimité traditionnelle sans perdre l'axe islamique instauré par l'institution Al-Mamal permet, dans le contexte chaotique de la seconde moitié du 19e siècle, de déployer une action qui peut être analysée historiquement sous l'angle donc de l'instabilité chronique du pouvoir, la poussée éruptive des réformateurs islamiques, les ambitions locales difficiles à contrôler dans le Fouta, qui est une longue bande de terre à cheval sur le fleuve, l'empire oumarien à l'est, la poussée impérialiste massive de la France et les turbulences du voisinage. On est vraiment frappé par sa capacité à construire des alliances en utilisant la stratégie matrimoniale, mais également à se connecter au réseau marchand, mais aussi à retrouver des ressources par l'art militaire qui lui permet de descendre dans la Moyenne Gambie, la Haute Gambie, pour pratiquer les razzias esclavagistes qui permettent de nourrir, disons, le fonctionnement de l'État. C'est sous ce rapport que se révèle le génie d'Abdul Bokar. Il déploie donc sur presque 4 décennies un talent politique, militaire et diplomatique incroyable. Il montre une capacité à saisir le rapport de force, à nouer des alliances gagnantes et une audace tactique remarquable. Sa stratégie mêle astucieusement les légitimités islamiques de l'Almamia à un solide ancrage dans les traditions familiales. L'électeur du Bosséa n'a pas hésité à s'affirmer émir du Fouta et à se lancer dans une politique vaste de mobilisation des forces politiques extérieures au Fouta, du Djolof au Rip en passant par le Kayor et le pays maure. Il soutient le choc idéologique que mettent à l'ordre du jour les mouvements réformateurs qui inscrivent leur action dans le Dar al-Islam. Il a réussi à tenir sur cette difficile ligne de crête, maintenir l'intégrité et la souveraineté du Fouta dans le maximum possible de territoire, du Dimar au Damga, dans le contexte d'une instabilité chronique de l'Almamia, je l'ai déjà souligné. Donc David Robinson nous conduit dans les dédales de cette crise permanente où s'entrechoquent des forces historiques qui se nourrissent de compromis qui ne sont tous que dans le provisoire. On saisit mieux les facteurs
qui ont conjugué leurs effets pour aboutir à la défaite des États et sociétés sénégambiennes face à l'impérialisme colonial français à la fin du XIXe siècle. Une approche simpliste a consisté à expliquer exclusivement cette défaite par la supériorité technologique et militaire des puissances européennes. Les programmes scolaires des indépendances ont incrusté cette explication qui semble simple, convaincante par son évidence dans la tête de toutes les générations nourries des mémoires nationalistes. La lecture de chefs et marabouts dans cette période charnière permet d'envisager l'explication autrement et au moins la compléter. Il ne fait pas de doute que la colonie a enregistré une révolution de son armement avec l'introduction des fusils à coups multiples. La donne militaire en a été radicalement modifiée et les armées africaines n'ont pas su trouver la réponse à cette mutation. Mais il est difficile, il est d'autres facteurs que ne sauraient éclipser pour rendre compte de cette défaite survenue dans ce moment où la plupart des États issus de la décolonisation sont allés chercher les héros du panthéon national, leaders des pouvoirs légitimistes dynastiques ou des mouvements réformateurs islamiques. L'intransigeance du mouvement réformateur contestant radicalement les légitimités dynastiques a eu tout son poids, ne serait-ce qu'au niveau démographique. Donc le mouvement djihadiste a été d'un poids très important dans cette défaite, même si, bien sûr, il s'est opposé à la pénétration coloniale, mais son attaque et sa contestation des régimes légitimistes les a beaucoup affaiblis. Les fractures, conflits, alliances et mésalliances sans fin au sein des classes dirigeantes de la Sénégambie, qui se sont mutuellement affaiblies sous l'œil plus qu'intéressé de la colonie. Il s'en est suivi une instabilité chronique du pouvoir. Le vrai pouvoir au Fouta, depuis l'assassinat d'Abdul Khadr et Abdul Khadir, est dans le Conseil des électeurs. À la fin du XIXe siècle, en pleine tourmente, les Almamis se font et se défont à un rythme qui ne laisse pas la capacité de mobiliser une réponse efficace. Le système d'information des États africains est très largement dissymétrique par rapport à la colonie, qui a une direction des affaires politiques avec son puissant réseau d'information et d'espionnage, au courant des fractures politiques et de l'état des forces des États sénégambiens. Il s'appuie sur les segments fragiles pour ruiner dans des guerres fratricides de succession toute possibilité de réponse. Mais l'élément qui aura le plus retenu mon attention, et je termine par ça, comme facteur majeur de la défaite et qui se révèle peu étudié dans notre historiographie, particulièrement au Fouta, reste la rigidité du système social avec l'institution servile. La chasse aux esclaves dans la Moyenne et la Haute-Gambie, l'esclavage d'élite constitue une faiblesse majeure du système politique. L'esclavage de production est pire encore. Il a été le ventre mou qui a permis de déstabiliser totalement les sociétés sénégambiennes. Il est partout présent dans le texte de David, porteur d'une culture de prédation et d'une violence sans borne. La colonie l'a très bien compris et s'en est servi pour ruiner la stabilité du Fouta dans les dernières années. La messe est dite dès l'abolition de 1848. Le nombre de fugitifs dont se plaint Abdul Bokar, l'absence de révolution sociale, la rigidité verticale extrême nous est illustré par un courrier que Abdul Bokar envoie à un administratif de la colonie pour montrer tout son désarroi face à l'effet que porte l'abolition de l'esclavage dans la colonie du Sénégal et qui entraîne de nombreux fugitifs dans les postes et dans la capitale de la colonie. L'absence de toute idée d'abolition dans l'ensemble des États voisins de la capitale de la colonie et de ses postes militaires a fini par affaiblir lourdement la résistance face à l'intrusion coloniale et participe ainsi à la défaite du XIXe siècle. Il est donc difficile de comprendre comment la question de l'esclavage et non de la traite à distinguer soit demeuré un angle mort de l'historiographie de l'école de Dakar après 1975, tellement le fait esclavagiste interne au Fouta est présent dans ces 50 années de Abdul Bokar.
Cette rigidité sociale n'a pourtant rien de fatal, comme le montre la genèse de la construction du groupe Torodo. Le passage d'un statut fondé sur des réseaux propédeutiques très ouverts à ses débuts, avec les multiples aménagements des généalogies pour entrer dans cette classe dominante, avant la rigidification qui naturalise le statut par la naissance et la généalogie, comme l'indiquent les travaux de Cheikh Moussa Camara. Cette rigidité et cet extrême conservatisme participent à la perte de la souveraineté en dépit de l'engagement héroïque des uns et des autres. C'est un peu ma lecture de ce texte.